Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, retour sur ce drame en haute mer survenu hier. Une pirogue chargée de plus de 300 personnes a tragiquement échoué sur les côtes Saint-Lusien. Le bilan provisoire est de 26 morts et 21 blessés. Dans un tweet, le chef de l'État exprime sa compassion et sa solidarité. Et puis, c'est ce lundi 4 mars que le chef de l'État recevra le rapport issu du dialogue national. En prélude à cet événement, le ministre de l'Intérieur s'est adressé aux médias, levant le voile sur les conclusions majeures de ces échanges. Le grand format économie nous plonge ce soir au cœur de l'aventure pétrolière et gazière du Sénégal marquée par une avancée significative, l'arrivée du FPSO et du FLNG. À l'aube d'une nouvelle ère, le pays se positionne sur la voie de l'émergence avec la promesse de transformer ses ressources en levier puissant. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Nous démarrons avec ce tweet du chef de l'État sur le drame maritime qui a secoué Saint-Louis hier. Je cite, « C'est avec une profonde tristesse que j'exprime ma compassion et ma solidarité suite au tragique chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis ayant coûté la vie à une vingtaine de migrants. En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières accompagnent les familles et proches des victimes. Les autorités compétentes sont mobilisées pour leur apporter soutien et assistance. Que les âmes des défunts reposent en paix, a tweeté le président Macky Sall. Ce drame en mer est survenu ce mercredi. Une pirogue surchargée de plus de 300 personnes a tragiquement échoué sur les côtes de Saint-Louis. Le bilan initial est sombre, 26 vies fauchées et 21 blessés avec 3 cas jugés critiques. Partis de Joal il y a une semaine, ces migrants aspiraient à atteindre l'Espagne. Les opérations de recherche de la Marine nationale se poursuivent sans relâche. Les détails avec Abouad. 21h, cette équipe des sapeurs-pompiers se charge d'évacuer les corps sans vie placés dans ce bâtiment, à l'abri des regards. Ce mercredi, 23 sont découverts sur la plage de Saint-Louis, entre Santhiaba et Gorumbach, sur la langue de Barbarie. Une autre victime a perdu la vie à l'hôpital régional, ce qui porte le total à 24 morts et 21 rescapés, rien que pour la journée du mercredi. À l'origine du drame, une pirogue de migrants qui a échoué près des côtes. Aujourd'hui, vers la mi-journée, les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés de la présence de 2 corps sans vie échoués sur la plage à hauteur du quartier Gorumbach. Et à la suite de cela, un flux de personnes a commencé à débarquer de la plage, tendant à faire croire qu'il s'agissait effectivement de migrants clandestins. Immédiatement, les secours ont été mis en branle et ceux qui étaient blessés, parmi ceux échoués donc en mer, ont été pris en charge. Mais quelques heures après, nous avons été alertés de la présence ou de l'échouage de corps sans vie au niveau de la plage de Gorumbach et jusqu'à hauteur de Gendar, sur la frange côtière de Saint-Louis. Présentement, le bilan que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Un comité de crise est mis en place pour assurer la bonne gestion de la situation, avec un bilan qui risque de s'alourdir. La pirogue en provenance de Joal avait à son bord plus de 300 migrants. Le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, avec le préfet du département, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine, la police, mais également de concert avec le parquet qui gère le volet judiciaire. Donc aujourd'hui, cette triste nouvelle est encore arrivée malheureusement sur les plages de Saint-Louis. L'enquête qui est diligentée sous la direction de Madame le procureur de la République va donner peut-être suffisamment d'éléments, mais ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une pirogue qui a quitté d'autres contrées, donc c'est à hauteur de Saint-Louis, certainement en partance vers le nord que cet incident s'est passé. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les rescapés reviennent sur les circonstances du drame. Maintenant trop, qui joue depuis mercredi. C'est très dur. La pirogue vient de Joal. Depuis mercredi, on a pris la mer, arrivé sur les côtes marocaines
Les capitaines se sont perdus et ont décidé de rebrousser chemin. C'est à notre arrivée vers l'embouchure que les ennuis ont commencé. Il y a eu une panique dans la pirogue. Certains ont plongé dans l'eau. La pirogue s'est renversée. Nous avons reçu 20 patients, n'est-ce pas? 20 patients dont 3 étaient des patients graves et les 17 autres des patients de blessures légères. Malheureusement, un des patients a succombé à ces blessures et finalement décédé. Bon, ils nous ont rapporté qu'il y avait 2 décès, mais qui est survenu sur les lieux. Ces patients ont été acheminés directement au niveau de la morgue. 10 des corps sans vie vont être acheminés à Louga. Les équipes de secours restent en alerte. La Marine nationale patrouille la zone depuis l'annonce de la nouvelle. Et sachez que le Premier ministre Amadou Ba était tout à l'heure au chevet des victimes, une visite qui l'a conduit à l'hôpital régional où sont admis les blessés. Le Premier ministre qui s'est entretenu avec les blessés a prié pour les morts en s'assurant des dispositions à prendre pour l'assistance nécessaire à l'ensemble des victimes. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, ce soir, cet autre tweet du chef de l'État sur l'issue du dialogue national concernant la programmation de la prochaine élection présidentielle. Je cite, le dialogue national a proposé le 2 juin 2024 comme nouvelle date des élections présidentielles au Sénégal. Je remercie les forces vives pour ces assises. Toutefois, je tiens à préciser que je quitterai mes fonctions au terme de mon mandat le 2 avril, comme je l'ai déjà indiqué. La date de mon départ reste absolument ferme, dira le chef de l'État sur le réseau social X, ex-Twitter. Ce lundi 4 mars marque une étape cruciale dans le processus démocratique du pays avec la remise officielle du rapport issu du dialogue national au président de la République. En prélude à cet événement majeur, le ministre de l'Intérieur s'est adressé aux médias levant le voile sur les conclusions majeures de ces échanges constructifs. Les détails avec Ibrahim Ono. En face à face pour vider toutes les questions relatives au dialogue. Devant la presse nationale, Maître Sidiki Kaba se veut clair. Toutes les 2 commissions mises en place n'ont qu'un seul objectif, faire des propositions allant dans le sens de l'apaisement du climat politique. Et il a été discuté pendant cette commission. Il faut déterminer les personnes qui pourraient participer à cette élection. Alors, 2 choses ont été retenues. Il fallait dans un premier temps affirmer que les 19 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel au nom des droits acquis devaient être maintenus. Par contre, là où la question de binationalité s'est posée, il était important d'examiner cette question et examiner le collectif dit des spoliés qui estime que le contrôle ne s'est pas fait dans les règles de l'art. La proposition est faite aussi pour que le Conseil puisse examiner cela. C'est ce que le dialogue a retenu. L'autre commission était chargée de réfléchir sur la situation du pays après le 2 avril, date à laquelle le président Macky Sall termine officiellement son mandat à la tête du pays. Je dois vous dire que c'est une situation inédite au Sénégal. C'est-à-dire, notre Constitution a prévu les cas de vacances. Ces cas, c'est l'empêchement, c'est la démission, c'est aussi le décès. Dieu nous en préserve. Donc, on ne se trouve pas dans ces 3 cas. Or, un pays doit fonctionner. C'est la raison pour laquelle cette commission a dit, se fondant sur la Constitution, l'article 36.2, que le président en exercice et lui en font la demande qu'il accepte de rester en place pendant les 2 mois restants pour l'organisation de l'élection pour que la transmission du pouvoir puisse se faire. Toujours dans cette dynamique de trouver un consensus autour de l'essentiel,
Le ministre de l'Intérieur fait des précisions. Le président a dit que c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher, en dernière instance. Bien qu'il ait organisé ce débat, bien qu'il ait organisé ce dialogue national, il va lui aussi soumettre les conclusions de ce dialogue au Conseil constitutionnel qui prendra une décision définitive. Ça aussi, il faudrait qu'on s'entende sur ça. Il y a un processus. Et ce processus-là arrivera à son terme lorsque le Conseil constitutionnel déterminera une date qui sera la date qui va s'imposer à nous tous en rappelant que les décisions du Conseil constitutionnel, c'est insusceptible de voie de recours, ce sont des décisions définitives. Ce face-à-face avec la presse a été une occasion pour Maître Sidiki Kaba de parler de l'importance que constitue la société civile dans un pays, surtout en de pareilles circonstances. Une situation qui mérite une solution réfléchie pour l'intérêt supérieur de la nation. La 13e conférence des ministres du commerce à Abu Dhabi se poursuit avec des discussions cruciales sur le commerce électronique et le développement intégré à l'ordre du jour. Ces secteurs en plein essor, notamment dans les pays les moins avancés, sont au cœur des débats. L'enjeu majeur est la révision des cadres législatifs et réglementaires qui encadrent ces domaines vitaux. À Abu Dhabi, nous retrouvons Pape Sidija et Kaltoum Gueye. Les transmissions électroniques, un secteur en pleine expansion dans nos pays, fait l'objet d'une attention particulière dans cette 13e conférence ministérielle de l'OMC. Alors la question de la taxation des transmissions électroniques est une question extrêmement importante au niveau de l'OMC. Comme vous le savez, depuis 1998, les ministres ont demandé aux États, de maintenir leurs pratiques actuelles consistant à ne pas appliquer de droits de douane sur les transmissions électroniques. Et donc, un programme de travail a été mis en place lors de cette 2e conférence ministérielle, mais ce moratoire sur les transmissions électroniques a été reconduit à chaque ministériel. Et donc, après 26 ans de mise en œuvre, certains membres estiment qu'il est temps de faire une évaluation. Avec près de 10 milliards de dollars de recettes perdues par an, c'est l'occasion donc pour ces pays de revoir l'impact du commerce électronique sur les recettes douanières. Mais nous pensons que de plus en plus, vu l'augmentation croissante du commerce électronique, il est temps en tout cas de réfléchir. D'autres membres également proposent d'appliquer des taxes intérieures, donc à la place des recettes douanières. Et la difficulté par rapport à la taxation, c'est que, comme vous le savez, pour taxer une marchandise, il faut 3 éléments. Il faut connaître la valeur, il faut connaître son origine et il faut connaître son espèce. Et actuellement, disons, il y a un pays, par exemple, qui a créé un chapitre, une ligne tarifaire pour les produits numérisés, c'est l'Indonésie. Mais il y a des difficultés pour connaître la valeur, il y a des difficultés pour connaître l'origine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'États, techniquement, ne sont pas outillés pour taxer des transmissions électriques. Parce que vous pouvez rester dans votre salon et commander acheter de la musique, acheter un livre, et se télécharger tout simplement. Et ça échappe à la douane. Le Sénégal a également, avec les pays les moins avancés, un autre sujet à défendre dans les négociations, la continuité du programme du cadre intégré, renforcé. C'est un programme dont la mise en œuvre a démarré depuis 2012. Là, nous sommes en train de dérouler la 2e phase qui, en principe, doit prendre fin à partir de décembre 2024. Naturellement, notre présence dans le cadre de cette CM13 à Abu Dhabi devait nous permettre de discuter avec nos bailleurs traditionnels, mais au-delà des bailleurs traditionnels, de discuter avec d'autres bailleurs pour nous permettre, par exemple, d'obtenir beaucoup plus de financement qui pourrait nous permettre de continuer la mise en œuvre du programme dans le cadre d'une 3e phase. Parce que cette 3e phase est extrêmement importante. Elle pourrait permettre d'éviter tout dysfonctionnement lié à la mise en œuvre du programme, d'éviter la disparition des unités nationales de mise en œuvre et plus particulièrement de continuer à aider les paiements et parmi lesquels le Sénégal a bénéficié davantage de l'aide pour le commerce. Pour rappel, ce programme a déjà financé 7 projets de développement d'un coût global de 4 milliards de francs CFA. Il a attendu donc dans les travaux que les questions sur la transmission électronique et le développement intégré trouvent des réponses inclusives.
La première rencontre du Comité national des points focaux genre du ministère des Finances et du Budget s'est tenue ce matin. Cette réunion inaugurale marque l'activation officielle de cette instance, ouvrant la voie à une intégration systématique des questions de genre dans les politiques financières et budgétaires du pays. Dame Silla. Cette rencontre constitue une étape importante dans l'engagement du ministère des Finances et du Budget à matérialiser l'objectif assumé de la prise en compte à tous les niveaux de l'approche genre dans les programmes et structures du département, conformément aux directives du ministre et à l'ambition du chef de l'État. Il est aujourd'hui reconnu que le développement durable ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est dans cette logique que désormais, toutes les perspectives des politiques économiques et sociales et d'évolution des sociétés mettent en lien de manière indissociable la question de la promotion de la femme avec la croissance économique en vue de l'émergence et du développement durable. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette stratégie au niveau sectoriel, le ministère des Finances et du Budget a institué son organe interne de coordination des thématiques liées au genre, intitulé « Cellule genre et équité ». Il s'agira sur le long terme, puisque une fois qu'on aura fait la situation, la cartographie, c'est sur cette base-là maintenant que nous allons procéder à l'exercice de planification stratégique. C'est un exercice que nous serons amenés à faire nous-mêmes, à identifier quels sont les axes, quelles sont les activités que nous pouvons mener pour véritablement combler les lacunes en termes de politique de genre au sein du ministère et améliorer le travail qui a été fait jusque-là. La stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre mise en place par le gouvernement va permettre de faire du Sénégal un pays émergent sans discrimination où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Ces avancées se traduisent par des réformes institutionnelles et législatives ainsi que par l'adoption de stratégies d'envergure nationale à l'instar de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre SNEG 2016-2026, animé au plan Sénégal émergent et qui est le fil conducteur de la politique de genre de notre pays. Cette stratégie nationale sera également mise en œuvre au niveau local dans les 14 régions du Sénégal, où seront installés les comités régionaux des points focaux, genre du ministère des Finances et du Budget. Chaque comité régional réunira le point focal de la région et les points focaux des collectivités territoriales sous la présidence du chef de service régional du Trésor. Et puis retour sur la tragédie qui s'est produite à Saint-Louis avec la découverte macabre de plusieurs corps de migrants clandestins. Depuis lors, un comité régional de crise a été mis en place et le Premier ministre s'est rendu au chevet des victimes, je vous l'annonçais tout à l'heure. Nous retrouvons Abdouad pour plus de détails. Bonsoir René, bonsoir à toutes et à tous. La journée a été longue, la journée a été difficile et très mouvementée à Saint-Louis et surtout pour les autorités saint-louisiennes. 24 heures après l'annonce des migrants décédés ici à Saint-Louis, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des victimes. Il faut dire que ce jeudi, 2 corps ont été retrouvés au niveau de la plage sur la langue de Barbarie, ce qui porte le total à 26 morts depuis le début de cet événement. C'est un scénario qui risque d'arriver très souvent, le fait de voir des corps qui sont rejetés par la mer. Il faut rappeler qu'il y a 280 personnes qui sont portées disparues en ce moment. Autre fait important, c'est la visite du Premier ministre Amadou Ba en compagnie d'une très forte délégation composée du ministre de la Santé, de la Jeunesse, mais également du ministre de l'Environnement, entre autres. Il est venu apporter le message du chef de l'État, d'un message de soutien en faveur de ces rescapés qui ont subi des épreuves très difficiles, qui ont presque frôlé la mort. Amadou Ba s'est aussi rendu au niveau de la morgue de l'hôpital régional, mais également au niveau de la morgue de la grande mosquée. Amadou Ba a profité de l'occasion aussi pour se rendre donc à l'antenne de la DNLT. La DNLT, c'est la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants qui se trouve au niveau de Saint-Louis, pour voir le travail qui est en train de se faire à ce niveau. Autre fait important pour terminer, c'est la communication autour des chiffres. La cellule de crise veille scrupuleusement donc au respect de ces chiffres-là pour ne pas que les médias s'avancent à donner des chiffres qui sont inexacts, qui sont fausses. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette journée d'aujourd'hui. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour vous donner d'autres développements par rapport à la tragédie qui s'est produite ici à Saint-Louis.
Merci Abdouad pour ce compte rendu et pour toutes ces précisions. L'actualité, c'est aussi la célébration ce vendredi 1er mars de la Journée internationale de la protection civile. Ce soir, gros plan sur les chantiers de Dakar où la sécurité des ouvriers balance entre négligence et nécessité avec de nombreux travailleurs exposés aux dangers sans l'équipement de protection requis. Cependant, une visite sur le chantier de la RTS révèle un contraste saisissant. Ici, le respect rigoureux des normes de sécurité est non seulement prôné, mais strictement appliqué. Mamoudou Sakine nous amène au cœur de cette exception. Des ouvriers sur des échafauds sans aucune protection, comme édicté par les normes de sécurité sur les chantiers. Certains se livrent à des comportements suicidaires. Des scènes très fréquentes dans certains chantiers à Dakar. Personne ne veut aborder le sujet face caméra. Sur le chantier de la tour de la RTS, le respect des règles est strict. Par rapport à l'accès au chantier, il y a d'abord l'induction sécurité qui est imposée à toute personne, qu'elle soit un travailleur comme visiteur qui va entrer dans le chantier, mais également il y a le port des EPI qui est obligatoire. Il s'agit des équipements de protection individuelle, comprenant le casque, le gilet et les chaussures. Le port du harnais pour les ouvriers est aussi obligatoire. L'arnais est utilisé pour les travaux en hauteur. Lorsque la personne est sur la plateforme, il y a à chaque fois un garde-corps qui est fixé, qui va permettre à la personne de s'accrocher en cas de chute. Parce que l'échafaudage qui est mis peut avoir une défaillance. Au préalable, il y a un contrôle, une vérification qui est faite sur l'échafaudage qui est posé. Mais en cas de défaillance, lorsque la personne va tomber, le fait qu'il ait accroché l'arnais va lui permettre de ne pas tomber. L'accès à la zone de levage est restreint et indiqué par cette balise. Seules les personnes qui vont travailler dans le levage seront acceptées dans la zone qui est balisée. Également aussi, sur les opérations de levage, au préalable, il y a une préparation qui est faite. Il y a un chargé de levage qui est là-bas et ce chargé de levage prend en compte le plan de levage, le matériel qu'il y a à soulever, voir l'adéquation qu'il y a entre le poids du matériel et le poids que la grue doit soulever. Tout contrevenant à ces mesures de sécurité s'expose à des sanctions. Elles peuvent aller de la mise à pied au renvoi définitif de l'ouvrier. On s'intéresse à présent aux risques professionnels méconnus des soudeurs et mécaniciens. Ces artisans au cœur des étincelles et de la chaleur négligent trop souvent les équipements de protection indispensables, s'exposant à des dangers immédiats et des conséquences à long terme comme des maladies respiratoires. Salou Sek nous plonge dans leur quotidien. Voici son reportage. Rue 1, nous sommes à la Médina, non loin de la RTS. Installés ici depuis les années 70, Abdou Wahab Fall et ses frères font de cette activité leur gagne-pain. C'était un atelier de mon défunt père. J'ai appris ce métier ici et aujourd'hui je suis le chef de cet atelier. Chaque jour, Wahab et ses apprentis sont en contact direct avec les projections de particules de métal ainsi que la chaleur des matériaux, sans porter parfois les équipements nécessaires pour leur protection. Nous avons des équipements pour se protéger, mais parfois il n'est pas facile de porter les gants pour faire le travail. Parfois on sent un problème respiratoire et on tousse beaucoup. On est aussi confronté à des blessures causées par les flammes. On est habitué maintenant. Avant, on avait des difficultés pour faire le travail avec les étincelles. Parfois, nous sentons des douleurs au niveau de nos poumons. Des risques énormes liés au soudage sont notés. Non loin d'ici, un autre atelier. Mbar Ndoye et ses apprentis s'activent dans la mécanique générale. Nous réparons les pannes notées dans les différents moteurs de pirogue, véhicules de tout genre. Mais nous n'avons pas d'équipement nécessaire pour notre protection. Parfois, on est confronté à des difficultés si nous ne mettons pas de temps à autre nos lunettes de sécurité.
Toutefois, au niveau de certains ateliers, des ouvriers prennent toutes les dispositions pour leur protection. C'est le cas de Mohamed. C'est un travail quotidien. On est habitué à le faire. Et nous sollicitons un accompagnement de l'État pour l'acquisition de certains matériels. Ça va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Dans cette activité de soudage, l'exposition aux fumées constitue un risque majeur pour les soudeurs métalliques, mais également pour les personnes qui travaillent à proximité. La crise climatique que traverse le monde montre toute l'importance de la protection civile. Les menaces sur la sécurité des populations sont multiples, elles sont naturelles et humaines. La protection civile, c'est avant tout un engagement, une volonté, mais c'est aussi une organisation, des moyens et une conscience citoyenne. Action en amont, la clé de la protection civile, c'est une chronique signée Oumar Dia. La protection civile s'impose de plus en plus aux humains, naturellement pourrait-on dire sans exagération. Tant la nature semble en désaccord avec ceux-là qui en ont besoin. Protéger les populations contre les sinistres de plus en plus nombreux et variés, qu'ils soient naturels ou d'origine anthropique, n'est pas un exercice simple. De grands pays riches font face à cette équation difficile. Chaque année, ce sont des millions d'hectares de forêts millénaires qui sont anéantis, malgré des moyens financiers et techniques colossaux. Inondations, cyclones, sécheresses, coulées de lave, érosion côtière et glissement de terrain hypothèquent durablement des implantations humaines et activités vitales. Quand de tels événements se produisent dans les pays pauvres, déjà empêtrés dans leurs problèmes sans fin, c'est souvent l'impuissance et l'appel à une solidarité internationale parfois sourde. Quand ça brûle de partout, le chacun pour soi est à la porte d'à côté. Si beaucoup de menaces sont imputables aux perturbations appelées changements climatiques, d'autres sont le fait de l'homme très mauvais apprenti sorcier, ne mesurant jamais ses actes. En Afrique, les catastrophes pour lesquelles la responsabilité humaine est évidente sont multiples. L'urbanisation galopante, incontrôlée et sauvage conduit à la naissance de villes champignons hypertrophiées, où la sécurité civile est loin d'être garantie. Entre les bâtiments qui s'effondrent comme des châteaux de cartes, les incendies ravageurs et les accidents industriels, maritimes et routiers, le funeste catalogue manque de pages vierges. Assurer une protection civile la plus salutaire suppose des actions énergiques en amont. Plus qu'un slogan, c'est pouvoir s'organiser, s'équiper, anticiper, sensibiliser, éduquer, amener le grand nombre à se conformer aux règles et aux normes de prudence définies. Il n'existe pas un domaine non réglementé, mais le grand mal, c'est notre inaptitude à nous aligner sur ce que nous nous sommes donnés comme bréviaire, ce dont nous nous sommes dotés, juste parfois pour la galerie. L'appât du gain, proche de la corruption, le déficit de conscience citoyenne, la désinvolture, voilà les ferments souvent à l'origine de malheurs, ouvrant sur des deuils, petites causes aux grands effets dramatiques, mais banalisés. Les technologies innovantes au service de la protection civile, c'est le thème retenu pour cette journée mondiale de la protection civile cette année. Plus d'explications avec le directeur de la protection civile, Abdoulaye Noba, invité du JT de 13h. Il est également revenu sur les directives du chef de l'État de poursuivre l'accélération de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de la protection civile. Nous l'écoutons. La journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque année. Suite à son adoption par l'Assemblée générale des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile en 1990. Et depuis lors, un thème est adopté. Cette année, comme vous l'avez rappelé, le thème de la Journée mondiale de la protection civile, c'est les technologies innovantes au service de la protection civile. Bien entendu, il faut d'abord expliquer le paradigme. Parce qu'en fait, en termes de protection civile, il y a un changement de paradigme avec le processus. Le processus, c'est-à-dire qu'on adopte la prévention, la réduction des risques de catastrophe. Qui parle de prévention, qui parle de réduction des risques de catastrophe, bien entendu, doit mettre l'accent sur un certain nombre d'instruments, notamment les technologies innovantes. Nous pouvons donner des exemples avec les drones, les radars, le satellite et bien entendu les systèmes d'information géographique qui permettent vraiment d'affiner
la réflexion et d'aider également les autorités compétentes en matière de protection civile à vraiment prendre les décisions idoines. À travers l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection civile, comme l'a rappelé hier le chef de l'État, il faut également ajouter qu'à chaque occasion, le président de la République annonce au cours du Conseil des ministres qui se tient pratiquement la veille, le jour ou bien le lendemain de la journée mondiale de la protection civile, vraiment la volonté politique de l'État de renforcer les capacités des services de protection civile. Cette année, l'occasion nous est offerte quand même d'aller dans ce sens et nous espérons que dans les prochaines semaines, ce projet de stratégie sera adopté et mis en œuvre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de protection civile, c'est une mission qui est exercée par un certain nombre d'acteurs. Nous, en particulier, nous avons le volet stratégique, c'est-à-dire l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de protection civile. Nous avons l'autre fer de lance que constitue la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui est une structure opérationnelle. Nous avons également les autres services de l'État qui concourent à la politique de l'État de protection civile et de réduction des risques de catastrophe. Maintenant, pour la problématique des bâtiments menaçants en ruine, effectivement, le chef de l'État en a parlé hier. Je pense qu'à ce niveau, c'est une véritable problématique qu'il faut reconnaître et que là, il faut une synergie d'efforts entre les différents acteurs, notamment les services de l'État, les autorités administratives déconcentrées et également les collectivités territoriales. Et je vous invite ce soir au cœur de Fandène, joyau sérère niché à l'est de Thiès, où la foi chrétienne bat son plein en cette période de carême. Unique par sa composition confessionnelle exclusivement chrétienne, cette localité se transforme en un véritable centre d'adoration. Les lieux sacrés, tels que la paroisse, deviennent le théâtre intense d'activités spirituelles. Barendiaï et Fantabadji reportage. 7 km à l'est de Thiès, au bas de Cérognier, Fandène, une localité sérère qui doit son nom à l'activité forestière de ses premiers occupants. Initialement, on nous appelait Padé-Padé. Padé, ça veut dire donc dépecer. Dans l'historique, en tout cas, on dit qu'ils sont arrivés et ils ont commencé à dépecer la forêt pour s'installer. Ce dépeçage-là, le terme Padé est arrivé de là. Padé, maintenant, donc avec le colon qui est arrivé, ils sont arrivés à Fandène. Fort de 6 villages, Fandène évolue dans un contexte confessionnel particulier. La population qui y vit est exclusivement chrétienne. Il y avait 4 villages. Fandène Djour, Ndjamdioro, Fandène Tchachi et Fandène Yaboy. Maintenant, Fandène Yaboy a donné Djayan. Donc, il y a les gens de Djayan donc sont sortis de Fandène Yaboy. Kerlika est sorti de Kernjour. Voilà, donc c'est ainsi qu'on a eu 2 villages supplémentaires qui ont fait les 6 villages, totalement des Sérères et totalement catholiques. Ils sont devenus musulmans en allant par l'exode rural. Les jeunes filles se sont mariées à des musulmans et ainsi ils ont gardé la religion. En ce temps de carême, grand moment de ferveur religieuse, tous les fidèles se retrouvent à l'église pour des activités d'adoration. Le mercredi des cendres, quand les chrétiens ont su que c'était vraiment le moment crucial, ils ont jeûné et ils sont venus à la messe. Et la messe était à 17h30, l'église était pleine. Et le prêtre était content parce que, voilà, c'est vraiment une dévotion. Donc tout le monde recevait les cendres pour montrer qu'on est poussière, on va retourner à la poussière. Et donc ce jour-là, c'était un jour de jeûne qui était obligatoire. À l'intérieur du village, il existe une grotte dédiée à Marie, la mère de Jésus, un autre endroit fréquenté par les fidèles en ce temps de dévotion. La grotte était conçue par la Benyakadia. C'était parti par une petite chose. Bon, ils savaient que vraiment la grotte, c'est pour les rites mariales. Vraiment, donc la prière à Marie, la consécration à Marie. Et c'est ainsi que de prêtre en prêtre, chacun est venu avec
sa manière. Et on a agrandi maintenant la grotte et même le prêtre d'actuel, l'abbé Patrice, il voudrait que ce soit vraiment un lieu prisé pour la prière. Chaque samedi, chaque jeudi, ils sont à la grotte. Donc ils récitent le chapelet, ils font des prières à Marie. Et ça, c'est pendant le carême. Chaque samedi, il est organisé une prière spéciale avec la Légion de Marie. Elle est à l'entrée du village. Quand tu passes, tu fais le signe de la croix. Et tu peux même te retirer pour prier. C'est un lieu où on peut faire la prière, c'est calme. Et vraiment, tu peux faire tes dévotions comme tu peux. La foi en Christ en bandoulière, Fandène dispose d'infrastructures modernes de base grâce aux efforts de l'autorité locale. Cela participe au rayonnement religieux de la localité au bénéfice de la population chrétienne. Et ce soir, dans notre grand format économie, découvrons comment le Sénégal se positionne sur l'échiquier énergétique mondial grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz. Avec l'arrivée récente du FPSO et du FLNG sur ces champs, le pays ouvre un nouveau chapitre prometteur de son histoire économique. Les attentes des Sénégalais sont immenses, espérant que ces ressources naturelles seront le levier d'une prospérité partagée. Grand format signé Aminata Mengefal. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal avec l'arrivée du FPSO à Sangomar et de l'unité flottante de gaz naturel liquéfié à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Une étape décisive qui conduit au démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Là, on est en train de faire toutes les opérations d'amarrage qui permettent en tout cas de fixer les bateaux sur ce site. Et ça va continuer avec les opérations de hookup, donc vraiment faire toutes les installations de pré-commissioning, de tests va pouvoir être prêts, on va dire, pour la production de pétrole, qui est envisagée pour la mi-2024. Au niveau de la production, nous attendons respectivement sur Sangomar, nous attendons une production de pétrole brut de bonne qualité, avec un plateau qui se autour de 100 000 barils. Et ceci en tout cas permettra notamment d'alimenter en partie la raffinerie africaine, la société africaine de raffinage, donc la SAR, et le reste serait exporté sur le marché international. Et sur le projet GTA, nous attendons une production de gaz naturel liquéfié à hauteur de 2,5 millions de tonnes par an. En plus de cela, nous attendons également une production de gaz pour les marchés domestiques à hauteur de 70 millions de standards cubiques feet par jour. Donc l'ensemble en tout cas de cette production, les 2,5 et les 70 millions de standards cubiques feet, seront partagés à égale part, on va dire, entre le Sénégal et la Mauritanie. Avec le projet Grand Tortue Ahmeyim, GTA, la Mauritanie et le Sénégal vont exploiter ensemble une plateforme de gaz naturel. Et cela suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Si les ressources naturelles ne suscitent pas de l'espoir, il n'y aura plus d'espoir. Vraiment. Et donc, avoir des ressources naturelles est déjà une bonne chose. Maintenant, l'exploitation, et ça, il faut se référer, on parle beaucoup ces derniers jours de la Constitution. Eh bien, il y a un article dans la Constitution qui dit effectivement que les ressources naturelles appartiennent au peuple. L'exploitation de ces ressources naturelles doit améliorer le bien-être des populations sénégalaises. C'est normal que les Sénégalais espèrent beaucoup du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, si on voit les pays qui ont réussi aujourd'hui dans ce parcours d'exploitation de pétrole et de gaz, ce sont les pays qui ont misé en tout cas sur une stratégie solide et à long terme. Avoir des recettes ou penser que en tout cas l'argent va couler à flot dès les premiers jours, ça c'est vraiment la pire des choses à avoir. Le Sénégal vise l'accès universel à l'électricité et le pays mise sur ses ressources naturelles pour atteindre cet objectif avec la stratégie Gas to Power. Elle se résume simplement en remplacer le fuel, qui est le combustible qu'on utilise pour faire l'électricité, par le gaz. Et donc, quand on fait ça, on arrive à faire des économies de l'ordre de 30 à 40%. Sachant que le prix de l'électricité, le coût, il y a 70%, c'est le combustible. Donc, quand vous arrivez à remplacer un combustible, le fuel, par un combustible qui coûte moins cher, vous arrivez à baisser
le coût de l'énergie. Si vous baissez le coût de l'énergie, vous créez ce qu'on appelle une industrialisation. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'industriels qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que simplement l'énergie leur coûte beaucoup trop cher, le prix de l'électricité. Et donc quand on baisse le coût, on favorise l'industrialisation. Si on favorise l'industrialisation, on favorise l'emploi. Si on favorise l'emploi, on favorise la consommation. Si on favorise la consommation, c'est ça qu'on appelle un cercle vertueux. C'est ça qui amène le développement, c'est ça qui amène l'émergence. Baisse du coût des hydrocarbures, de l'électricité, entre autres impacts. Le Sénégal devrait s'inscrire dans une dynamique de transformation et de valorisation de ses ressources naturelles, ce qui va permettre à notre pays de produire de l'urée, par exemple, un pas vers l'autosuffisance alimentaire. Et nous, on a un projet pour faire une usine d'urée qui va faire 1 200 000 tonnes. C'est un projet important. Ce sera le plus important projet onshore du Sénégal. Et ce projet-là va nous permettre non seulement de satisfaire la demande locale, mais aussi d'exporter et d'inverser la balance de paiement. Au lieu de nous importer de l'urée, exporter de l'urée vers les États-Unis, le Brésil. C'est comme ça qu'on valorise le gaz. C'est un exemple. 700 milliards de francs CFA de recettes par an prévues avec l'exploitation du gaz et du pétrole. Les opportunités sont nombreuses pour le Sénégal et pour les exploiter pleinement, notre pays a voté la loi sur le contenu local, un mécanisme de sauvegarde des intérêts du Sénégal dans les contrats pétroliers et gaziers. Beaucoup d'entreprises, en tout cas sénégalaises, ont des intérêts ou bénéficient directement de l'activité de développement qu'il y a eu dans nos chantiers. Que ce soit au niveau du port de Dakar, où il y a eu plus de 1700 Sénégalais qui ont été employés, en tout cas, dans la construction des caissons, qui sont en tout cas ces blocs de béton qui sont utilisés sur les sites, de telle sorte à abriter les installations. Donc plus de 1700 Sénégalais, plus de 300 entreprises qui sont intervenues là-bas. Et il en est de même aujourd'hui. Donc sur le projet Sangomar, avec les différentes installations des sous-traitants qu'il y a au niveau du port avec la supply base, mais également les autres installations de traitement, de logistique, etc. Donc ça, c'est vraiment des retombées économiques et des retombées d'un point de vue qu'on peut appeler social. À cela s'ajoute la loi relative à la répartition et à l'encadrement des recettes issues des hydrocarbures, autant de politiques mises en place par l'État pour permettre aux Sénégalais de mieux tirer profit de ces ressources. Voilà, grand format économie signé Aminata Mbengue Fall. Je vous le disais, Maître Sidiki Kaba a fait face à la presse pour éclairer sur le dialogue national et sur le mandat du président. Le ministre de l'Intérieur a apporté des précisions sur la volonté du président Macky Sall de quitter le pouvoir à la date du 2 avril. Nous écoutons Maître Sidiki Kaba. Décision numéro 2, 2024. Du 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel avait proclamé la liste définitive des 4 candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Postérieurement à cette publication, il y a eu la question de la double nationalité d'un candidat qui a été découverte et l'éventualité de binationaux figurant sur la liste déjà publiée par le Conseil constitutionnel. C'est ainsi que par lettre reçue au greffe du Conseil constitutionnel le 20 février 2024, le candidat en question a retiré sa candidature à l'élection présidentielle. Dans sa décision numéro 4/E 2024, du 20 février 2024, le Conseil constitutionnel lui a donné acte du retrait de sa candidature avant de procéder à la modification de la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle. Par ailleurs, il existe des candidats qui contestent les méthodes de contrôle de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Ils estiment que le processus électoral de l'élection présidentielle du 25 février
2024 est émaillé d'incidents, de contestations suite à l'élimination et à la validation de plusieurs candidats. Des dysfonctionnements graves et récurrents, dont les effets sont toujours en cours, ont aussi été relevés. Selon eux, le contrôle du parrainage a permis de noter des manquements graves liés au fichier général des électeurs et aux défaillances techniques du logiciel de contrôle des parrainages, lesquels doivent être définitivement purgés. Le Conseil constitutionnel a également constaté l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue du 25 février 2024, la seule date constitutionnelle qui restait. Dès lors, il a invité les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Par conséquent, la détermination d'une date consensuelle dans le cadre d'un dialogue national était devenue essentielle. Or, entre le 26 février prévu pour le démarrage des travaux du dialogue et le 2 avril 2024, correspondant à la fin du mandat du président de la République, il ne restait plus que 35 jours. Le dialogue avait pour objectif de prendre en compte les thèses défendues par les différents acteurs, les forces vives de la nation, et tenir l'élection avant le 2 avril 2024 avec la liste des candidats admis et réexaminer éventuellement les dossiers de candidature déclarés irrecevables ou aller à l'élection uniquement avec les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Ce débat a été animé par les différents acteurs que je viens de vous énumérer et qui ont pu donner leurs différents points de vue sur ces questions majeures. À propos des questions majeures, deux thèmes principaux ont été retenus. C'est de savoir, après l'établissement de deux commissions, il leur a été demandé de répondre à ces questions. La première question, c'était de déterminer une date d'élection. Et à la suite de cette détermination de la date de l'élection présidentielle, définir les conditions de participation à cette élection. La deuxième question qui a été examinée par une autre commission qui a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall, il s'agissait pour cette commission de réfléchir sur l'après 2 avril 2024, date du départ du président de la République. Je voudrais sur ce point bien précis revenir sur un point très important. Le président de la République, Macky Sall, a affirmé d'une façon claire et nette que son mandat à la tête de l'État du Sénégal s'est terminé le 2 avril 2024. Et il l'a dit de façon formelle et répétée à travers le temps. Si vous vous rappelez, le président de la République, Macky Sall, a eu à dire, et ça, c'est un rappel qui est très important. Je tiens à le souligner à mes compatriotes
que cette fin de mandat est définitive à mon endroit. D'ailleurs, en 2016, j'ai saisi le Conseil constitutionnel pour ramener mon mandat de 7 ans à 2 ans. À 5 ans. Ce qui fait que 2 ans, il aurait mis à la disposition du peuple sénégalais, parce qu'il s'agit de 2 ans qu'il n'allait pas utiliser dans le cadre de son mandat. Le Conseil constitutionnel a répondu en disant que vous ne pouvez ni diminuer ni augmenter votre mandat. Votre mandat est hors de portée de réforme. Cette volonté de respecter la Constitution et les décisions du Conseil constitutionnel a été réaffirmée lors de l'élection présidentielle de 2019. Dans un ouvrage qu'il a écrit, Le Sénégal au cœur, il a affirmé de façon claire et nette qu'il venait auprès des Sénégalais pour susciter son dernier mandat s'il était élu. Il faut rappeler également qu'au moment où il y avait un débat qui agitait la classe politique sénégalaise, qu'il a été amené le 3 juillet à dire à ses compatriotes qu'il ne se présentait pas à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ainsi va l'actualité de ce jeudi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de l'ANACIM. En temps fort, nous aurons une fraîcheur nocturne et matinale qui sera très sensible, particulièrement sur le littoral, avec une légère brise qui sera d'ailleurs notée au courant de la période. Et demain dans la journée, Inch'Allah, nous allons noter également une chaleur qui va être beaucoup plus soutenue par endroits sur le pays, pour citer donc les localités sud mais aussi est, au courant de la période toujours. Avec l'animation satellite, chers téléspectateurs, nous pourrons voir qu'un ciel plutôt peu nuageux est attendu, avec par moments quelques fins voiles de nuages qui pourraient être notés en fin de nuit, donc dans la partie est du pays. Sinon, globalement, c'est un ciel dégagé qui sera noté pour la majorité. Des vents qui vont souffler de nord au courant de cette nuit. Et demain, dans la journée, les vents tourneront donc d'est et alimenteront surtout la partie sud et est du pays. Et toujours donc un ciel carrément dégagé au courant de la journée du vendredi. Et nous pourrons voir avec les prévisions de cette nuit, donc des températures qui vont toujours être, qui seront cette fois-ci basses plutôt sur les localités proches du littoral, comme vous pouvez voir à l'image, avec des températures qui n'excéderont pas pour la plupart 20 degrés. 20 degrés exactement attendus donc à Thiès. Nous aurons 19 degrés vers Ziguinchor, Sédhiou, mais aussi à Dakar, dans la capitale. 18 degrés, la température la plus basse au courant de cette nuit sera relevée, Inch'Allah, à Saint-Louis. Et allant vers l'intérieur du pays, donc nous verrons que les températures vont atteindre les 21 voire 22 degrés dans le centre du territoire. Et des pics de 25 degrés sont attendus à Linguère, mais aussi à Tambacounda. Et rejoignant même toujours le sud-est Kédougou, avec 24 degrés qui seront relevés au courant de cette nuit. Et toujours dans la partie est, une température nocturne de 23 degrés est attendue à Matam. Le tout avec un ciel qui sera donc globalement dégagé au courant de la nuit allant à demain matin. Et toujours donc c'est ce couvert dégagé que nous allons noter demain dans la journée, une absence totale donc de nuages sur l'ensemble du territoire et par conséquent surtout dans la partie sud des températures qui vont être élevées avec l'alimentation de nord-est des vents, des températures de 40 degrés attendues dans le sud du pays, retrouvées également dans l'est entre Matam et Bakel, et nous aurons des pics de 42 degrés les plus élevés attendus entre Tambacounda et Kédougou. Et nous verrons que également 40 degrés donc seront retrouvés sur
le centre nord du pays, précisément à Louga. Des températures de 39 degrés sur la zone de Fatick allant à Diourbel, de même que la zone de Kaffrine qui est concernée. Et nous verrons que toujours les localités proches du littoral ont tendance à avoir des températures peu élevées. 32 degrés attendus à Mbour, 34 à Thiès, 31 degrés à Saint-Louis. Et toujours dans la capitale sénégalaise, la température la plus basse pour les maxis sera relevée à hauteur de 27 degrés au courant donc du vendredi. Et comme je disais tantôt, avec un ciel qui sera toujours dégagé sur l'ensemble du territoire dans la journée et un vent légèrement soutenu qui va souffler depuis l'océan sur les côtes.